Erika Parsons, 13 ans, a semblé disparaître dans les airs par une froide nuit de décembre 2011. Quelque chose dans leur récit n'a pas plu à ses parents, qui ont dit à tout le monde qu'elle avait emménagé avec sa grand-mère biologique. Des informations inhabituelles ont commencé à émerger au fur et à mesure que les enquêteurs commençaient à enquêter. Des mystères non résolus de bleu, de temps perdu et d'un fourre-tout en plastique inévitable. Pourquoi a-t-il fallu des années pour que la vérité soit révélée? Et qu'est-il réellement arrivé à Erika? C'est l'histoire tragique d'une jeune fille réduite au silence, mais dont la voix ne sera pas oubliée. Caroline Parsons a donné naissance à Erika Lynn Parsons le 28 février 1998. Erika ne pesait que 4 livres et 7 onces, ce qui en faisait un bébé petit mais vif. Mais quelques jours seulement après la naissance d'Erika, Caroline a dû faire un choix dévastateur. Incapable de subvenir à ses besoins financiers, Caroline a décidé d'adopter sa fille dans l'espoir de lui offrir un avenir meilleur. En l'absence du père biologique d'Erika, Sandy et Casey Parsons, l'ancien beau-frère et belle-sœur de Caroline, se sont portés volontaires pour adopter Erika. Ayant passé son enfance en famille d'accueil, Caroline espérait un avenir meilleur pour Erika. Erika est devenue membre de la famille grandissante des Parsons à l'âge de 4 semaines. Bien que Sandy ait déclaré plus tard que l'adoption avait eu lieu en juillet plutôt qu'en mars, l'adoption a été officiellement finalisée en 2000. Nous l'avons eue à l'âge de 4 semaines, a déclaré Casey Parsons, se remémorant ses premiers jours. Elle a commencé à nous appeler maman et papa au moment où l'adoption était terminée. Elle ne connaissait pas d'autres parents que nous. Sandy et Casey ont eu un passé mouvementé. Ils ont eu 3 enfants biologiques, Sandy Jr. en 1992, James en 1993 et Brooke en 1995. Ils se sont mariés au début des années 1990. Cependant, leur mariage a été entaché d'allégations de violence conjugale. Sandy a été reconnue coupable d'avoir abusé de Casey en 1994 et 1997, et elle a été condamnée aux travaux d'intérêt général et à la probation par le tribunal. Ils sont restés ensemble malgré tout et l'arrivée d'Erika a agrandi leur famille. Casey a commencé sa carrière de mère porteuse en 2001 et a fait sa promotion en ligne. Amy Miller l'a embauchée pour porter un enfant après avoir établi une connexion avec elle. Bien que l'accord ait bien commencé, il s'est rapidement effondré. Casey a brusquement cessé de communiquer avec Amy après lui avoir parlé de la fausse couche 6 semaines après le début de la grossesse. Amy a trouvé plus tard la preuve que Casey avait demandé de l'argent à d'autres parents adoptifs potentiels et avait l'intention de garder l'enfant. De sérieux doutes ont été soulevés quant aux intentions de Casey en tant que mère porteuse lorsqu'elle a été contrainte d'abandonner l'enfant après la naissance en raison de menaces juridiques et d'une enquête du FBI. Entre-temps, des inquiétudes concernant la sécurité d'Erika ont fait surface. Les services sociaux ont commencé à enquêter sur les plaintes pour abus dans la maison des Parsons en 2002, alors qu'Erika n'avait que 2 ans. L'inquiétude quant au traitement réservé par la famille à leur fille adoptive s'est accrue à la suite de ces soupçons. Les allégations de violence physique contre Erika Parsons ont donné lieu à une enquête du ministère des Services sociaux. Selon une histoire, Casey Parsons portait fréquemment une ceinture et soutenait Erika avec. Selon le rapport, Erika avait des marques sur le côté de son visage, à l'arrière de sa jambe et sur ses fesses. De plus, il a été dit que Casey avait informé Erika qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle refusait parfois de manger. Casey a réfuté les allégations d'abus lors de son entretien avec le ministère des Services sociaux. L'enquêteur a remarqué qu'Erika s'asseyait sur les genoux de ses parents sans hésitation et ne semblait pas avoir peur d'eux. Au cours de l'enquête, aucune blessure ni contusion évidente n'a été découverte. Cependant, à 4 ans, Erika ne pesait que 41 livres, ce qui la rendait extrêmement petite pour son âge. Un plan de sécurité a été mis en place pour faire face au problème. En plus de s'engager à offrir un foyer sûr et stable, Casey et Sandy Parsons ont décidé d'utiliser des techniques de punition non physiques comme les temps morts et les échouements. Afin d'inverser sa ligature des trompes, Casey a dû se rendre au Mexique le 1er mars 2003. Erika a commencé à fréquenter l'école primaire de Boston en août de la même année. Les employés se souvenaient d'elle comme d'une jeune timide mais attachante, qui adorait les autocollants et souriait beaucoup. Quand Erika était nerveuse, elle écartait sa frange de ses yeux et lorsqu'elle était félicitée, elle souriait avec fierté, selon un enseignant. Dans un article internet publié en janvier 2004, Casey a déclaré qu'elle attendait un enfant, attendu pour septembre de la même année. Les autorités se sont rendues chez les Parsons à ce moment-là après avoir reçu une deuxième plainte du ministère des Services sociaux. Selon cette plainte, les parents d'Erika avaient tenté de la trahir, elle était fragile et Casey ne la désirait plus. Sandy et Casey ont nié avoir eu recours à des châtiments corporels, affirmant qu'ils avaient crié après leurs enfants au lieu de les frapper. Ils ont nié avoir tenté de renvoyer Erika ou menacé de refuser de manger, ajoutant qu'elle avait des problèmes gastro-intestinaux qui la faisaient vomir tout ce qu'elle n'aimait pas.
Erika a caractérisé sa discipline comme des temps morts ou une perte de privilèges lors de son entretien individuel avec le ministère des Services sociaux. Elle a prévenu que si elle faisait quelque chose de très horrible, elle pourrait recevoir une fessée. Les enquêteurs ont constaté qu'Erika était faible et de petite taille, mais elle semblait satisfaite et liée à ses parents adoptifs. Dans le cas où les problèmes d'alimentation d'Erika persistaient ou si son développement stagnait, les Parsons étaient obligés par le ministère des Services sociaux de consulter un médecin. Néanmoins, comme Erika ne recevait pas les soins médicaux nécessaires, la négligence était avérée. Erika a été placée chez une tante qui a constaté qu'elle souffrait d'une insuffisance pondérale importante et qu'elle portait des vêtements destinés aux tout-petits. Erika a commencé à manger, à jouer et à prendre du poids alors qu'elle vivait avec sa tante. Elle a également révélé qu'elle avait reçu des châtiments corporels de la part de Sandy et Casey. Après 8 mois, Casey et Sandy ont pu récupérer la garde d'Erika lorsque la tante a choisi de ne pas demander la garde légale. En 2004, Casey a donné naissance à une fille le 20 août et Erika a déménagé dans une autre école primaire. Casey a signalé une fausse couche précoce en 2005, mais elle était de nouveau enceinte à ce moment-là. Elle a ensuite fondé Carolina Tellwager, que certaines publications ont qualifié d'usine à Chihuahua, même si elles n'ont pas fourni beaucoup de détails. Plus tard cette année-là, Casey a lancé un programme chez eux appelé Parsons Christian Homeschool, qu'Erika a commencé à utiliser. L'État n'a pas exigé de rapport d'étape détaillé de la part de l'école ni effectué de vérification des antécédents de Casey, qui a été identifié comme l'administrateur en chef. 3 élèves de sexe féminin et un étudiant étaient inscrits, selon les archives, mais aucun résultat des tests de réussite annuels n'a été soumis. Depuis 2005, peu d'informations sont disponibles sur Erika. Après une dispute avec ses parents le 30 juillet 2013, Jamie Parsons, le frère d'Erika à l'époque, alors âgé de 19 ans, a signalé sa disparition. En décembre 2011, il a déclaré aux autorités que ses parents l'avaient informé qu'Erika avait rendu visite à sa grand-mère biologique. Jamie a précisé qu'il avait toujours trouvé l'histoire étrange, notamment parce que son père, Sandy, semblait excessivement bouleversé lorsqu'il parlait du départ d'Erika. Jamie se souvient que son père semblait plus blanc que du papier, nerveux et pâle. Jamie réfléchit à la dernière fois qu'il avait vu Erika. Elle paraissait malade et avait 13 ans. Jamie se souvient à quel point elle paraissait fatiguée et terne. « Je ne peux pas respirer », aurait-elle dit à Casey, qui l'a repoussée et l'a exhortée à retourner dans le coin. Lorsque Jamie s'est réveillé le lendemain matin, Erika était partie. Ses parents lui ont dit qu'ils avaient emmené Erika vivre avec sa grand-mère biologique à Asheville, en Caroline du Nord, après qu'elle l'ait contacté sur Facebook pour rétablir le contact avec sa petite fille. C'était la dernière fois que Jamie entendait parler d'Erika, a-t-il déclaré aux autorités. La disparition d'Erika a rapidement fait l'objet d'une enquête. Les enquêteurs ont procédé à un examen approfondi de la maison des Parsons, enlevant les planches du plancher, recherchant des preuves de tombes cachées dans la cour et suivant toutes les pistes. Ils ont essayé de savoir où se trouvait Erika, mais c'était toujours inconnu. De nombreux rapports et conseils sont arrivés, y compris des allégations selon lesquelles Erika aurait été vue au bord de la route et des appels psychiques, mais d'aucun d'entre eux n'a donné de réponse spécifique. Afin d'attirer l'attention nationale et d'offrir des incitations, le FBI s'est joint aux recherches. Une photo d'Erika en fonction de l'âge a été prise par le Centre national pour les enfants disparus et exploités, qui a changé une photo d'elle à 9 ans en une photo d'elle à 15 ans. Dans le but de générer de nouvelles pistes, ces images ont été largement diffusées sur les panneaux d'affichage. Les autorités n'allaient pas laisser tomber Erika. Casey et Sandy ont dit aux enquêteurs qu'ils avaient vu Erika pour la dernière fois dans un McDonald's à Morrisville, en Caroline du Nord, en décembre 2011. Ils ont déclaré que la grand-mère biologique d'Erika les avait contactés sur Facebook et qu'ils l'avaient amenée à la rencontrer. Les Parsons ont affirmé qu'ils étaient allés avec une de leurs filles pour livrer Erika, mais la jeune fille a nié avoir participé au voyage lorsque les autorités l'ont interrogée. Les enquêteurs ont également découvert que Sandy et Casey n'étaient pas en mesure de leur donner les coordonnées de la grand-mère d'Erika, ni même le compte Facebook qu'ils prétendaient avoir utilisé pour entrer en contact. Pour retrouver la grand-mère d'Erika, l'enquêteur principal a déployé beaucoup d'efforts. Il a cherché autour d'Asheville quelqu'un portant son nom, mais il n'a trouvé personne qui pourrait être lié à Erika. En août 2013, les enquêteurs ont fait savoir qu'ils pensaient que le récit de la grand-mère d'Erika était une fabrication. Ils ont clairement indiqué que Casey et Sandy ne participaient pas à l'enquête. Caroline Parsons, la mère biologique d'Erika, s'est envolée de la Nouvelle-Orléans pour se rendre en Caroline du Nord pour aider les détectives à peu près au même moment. Le même jour, Casey et Sandy ont fait une apparition dans The Dr. Phil Show, disant qu'ils pensaient qu'Erika n'était qu'une adolescente désobéissante qui avait cessé de vouloir leur parler et qui n'avait pas disparu.
Casey a affirmé à la télévision qu'après avoir passé 2 mois avec sa grand-mère, Erika avait refusé de rentrer chez elle. Casey a déclaré que même si elle avait tenté de joindre la grand-mère d'Erika, le numéro de téléphone n'était plus opérationnel. Elle a interprété cela comme signifiant qu'Erika avait bloqué leur numéro de téléphone. Casey et Sandy ont affirmé qu'Erika était en sécurité et ont insisté sur le fait qu'ils avaient été de bons parents malgré leur présence à la télévision nationale. Ils ont blâmé Teenage Rebellion pour la prétendue disparition d'Erika et ont nié toute culpabilité. Mais en raison des contradictions évidentes de leur version, les enquêteurs ont continué à se montrer sceptiques. Casey a donné accès aux journalistes à sa maison en septembre 2013 et leur a montré l'ancienne chambre d'Erika. À cette époque, les autorités et le grand public commençaient de plus en plus à remettre en question l'histoire de Casey et Sandy. Depuis sa dernière observation vérifiée en 2011, les inquiétudes se sont multipliées quant à ce qui aurait pu arriver à Erika. C'est pourquoi sa recherche s'est poursuivie. Les enquêteurs enquêtant sur le cas d'Erika Parsons soupçonnaient depuis longtemps que Sandy Parsons et Casey Parsons cachaient des faits importants. Puisque Casey semblait avoir beaucoup de pouvoir sur Sandy, leur instinct leur disait que rompre le mariage pourrait révéler la vérité. Mais il semblait presque difficile de séparer les deux jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent une erreur critique. Même si Erika n'était plus sous la garde des Parsons depuis 2 ans, ils avaient continué à recevoir des bons d'alimentation et une aide à l'adoption pour elle. L'implication du FBI a été rendue possible grâce à ces subventions fédérales destinées aux soins d'Erika. Sandy et Casey Parsons ont été arrêtés en 2014 après avoir été inculpés de 76 chefs d'accusation de fraude fédérale et d'usurpation d'identité. Sandy a déclaré que Casey n'était pas au courant des finances de la maison et qu'il avait planifié le projet, mais le jury a rejeté cette affirmation. Pour leurs actes, les 2 hommes ont été condamnés à 18 ans de prison fédérale en mars 2015. Erika était toujours portée disparue malgré les condamnations. Mais en 2016, Sandy Parsons elle-même a fait une découverte importante. Sandy a finalement été honnête après plus de 3 ans passés à entretenir un réseau de mensonges. Il a reconnu qu'Erika était décédée à l'âge de 13 ans, 5 ans auparavant. Les enquêteurs ont emmené Sandy dans un endroit lié au passé de Casey, la campagne de Chesterfield, en Caroline du Sud. Sandy indiqua le petit cimetière où lui et Casey avaient enterré Erika en quelques minutes. L'attitude de Sandy tout au long de la confession a été rapportée par les flics comme solennelle et émouvante. Sandy a décrit ce qui s'est passé avant le décès d'Erika. Lorsqu'il s'est réveillé en décembre 2011, Casey l'a informé qu'Erika était décédée. Le corps d'Erika a été conservé dans un récipient en plastique par Casey pendant 2 jours pendant que les 2 hommes prenaient des décisions. La famille a continué à vivre sa vie pendant cette période, notamment en se rendant à une fête de Noël. En fin de compte, le couple a déplacé la dépouille d'Erika vers un endroit situé dans le comté de Chesterfield. Dans un effort pour cacher les preuves, ils ont aspergé son corps d'eau de javel avant de l'enterrer. Lorsqu'ils se sont rendus sur le lieu de la tombe pour creuser la tombe, puis à nouveau pour se débarrasser du corps d'Erika, ils ont retiré les piles de leur téléphone pour éviter d'être découverts. Après avoir été caché pendant plus de 5 ans, le corps d'Erika a finalement été retrouvé. La récupération de la dépouille d'Erika a été personnellement supervisée par le détective Moose. Il a veillé à ce qu'elle soit traitée avec dignité dans sa mort, ce qui lui avait malheureusement été refusé dans sa vie. Pour s'assurer qu'elle ne serait plus abandonnée dans le noir, la dépouille d'Erika a été placée dans un sac mortuaire et laissée ouverte. Lorsque les restes d'Erika ont été envoyés dans le comté de Rowan, le détective Moose a même placé un animal en peluche dans le sac. Après sa découverte, une affaire qui tourmentait la communauté a finalement été résolue et Erika a reçu le respect et l'amour qu'elle méritait tant. Selon un enquêteur, Erika n'a jamais reçu autant d'amour de sa famille adoptive que de la communauté. Dès le début, les enquêteurs ont estimé que Casey Parsons était responsable d'une grande partie du calvaire d'Erika. En 2016, ils ont gardé la dépouille d'Erika cachée dans l'espoir que Casey se révélerait toute seule. Casey a nié avec véhémence toute implication lorsqu'il a été interrogé. Elle a constamment nié toute allégation de mauvais traitement ou de mauvaise conduite, affirmant « Je n'y suis jamais allé ». Mais il était indéniable de nier la réalité. Les ossements d'Erika ont révélé une horrible histoire de maltraitance systémique et prolongée. Le médecin légiste a soigneusement examiné les os d'Erika pendant 3 mois après avoir reçu sa dépouille le 14 octobre 2016. Les résultats ont été déchirants. Erika avait subi des blessures graves au bras, au dos, au torse et au visage. Parmi ces nombreuses fractures figuraient des os brisés de la cage thoracique et des omoplates, qui avaient partiellement guéri avant de se briser à nouveau. Certaines de ces blessures, qu'on tentait de réparer par une nouvelle formation osseuse, indiquaient un traumatisme à long terme. Il était évident qu'Erika avait subi des violences physiques constantes. Lors d'entretiens, Jamie Parsons, son frère,
a attesté de la gravité des abus. Il se souvenait qu'Erika était fréquemment battue, souvent avec des ceintures ou même des télécommandes. Il a également expliqué la terrible pratique de Casey consistant à replier les doigts d'Erika jusqu'à ce qu'il touche presque son poignet, ce qu'il a appelé des « rappels amicaux ». La souffrance d'Erika ne se limitait pas à une simple agression physique. On lui refusait régulièrement de la nourriture pendant de longues périodes, ce qui lui donnait faim. Même si elle avait 13 ans au moment de sa mort, sa croissance était si retardée que ses os avaient la longueur d'une enfant de 9 ans. La torture, un degré de gravité rarement observé dans les cas de maltraitance d'enfants, a été appliquée à cette combinaison de maltraitance et de malnutrition. Les photos de famille offrent une autre vision de la douleur d'Erika. Erika était souvent photographiée debout, face à un coin, tandis que ses frères et sœurs semblaient satisfaits et insouciants. Les mauvais traitements et la solitude qu'elle a vécue sont clairement représentés dans ces images. C'est vraiment douloureux de voir le contraste entre ses abus et le bonheur de ses frères et sœurs. Finalement, le 18 juin 2017, Erika a été enterrée lors de funérailles planifiées et financées par les habitants du comté de Rowan. Dans le but de montrer à Erika le respect et l'affection qu'elle n'a jamais eu dans sa vie, des centaines de personnes y sont venues. Casey et Sandy Parsons ont été accusés de meurtre au premier degré, de maltraitance d'enfants et de dissimulation de la mort d'Erika le 20 février 2018. Le 2 août 2019, Casey a finalement plaidé coupable, reconnaissant qu'il avait tué Erika et abusé de ses enfants. Son discours glacial et désintéressé au tribunal révélait peu de choses sur ses intentions. Elle s'est excusée, mais elle ne semblait pas sincère. Casey a déclaré « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et j'ai vraiment échoué avec Erika ». Sandy a également plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et de maltraitance d'enfants, même si la raison pour laquelle il l'a fait n'était pas non plus claire. Les enquêteurs ont par la suite réfuté son affirmation selon laquelle il avait conclu un accord avec le FBI pour réduire sa peine. Sandy et Casey sont toujours derrière les barreaux, ayant été reconnus coupables du meurtre et de la fraude d'Erika. En 2024, Casey, incarcéré en Floride, commencera à purger sa peine à perpétuité pour meurtre. Sandy, qui est détenu dans le New Jersey, sera éligible à la libération conditionnelle à l'âge de 82 ans après avoir purgé entre 33 et 43 ans de prison pour la mort d'Erika. Même si les intentions des Parsons restent floues, leur comportement témoigne d'un degré insondable de brutalité et de négligence. Les personnes censées protéger Erika la traitaient comme une moins qu'humaine et lui causaient une agonie indescriptible. Il y a encore de l'espoir que les lois et les procédures seront améliorées pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir, alors que sa communauté lui rend hommage et réclame justice. Nous n'oublierons jamais Erika, qui est enfin en paix. Nous apprécions votre intérêt pour Unreal True Crime. Découvrez notre nouvelle chaîne Latin Crime, où nous explorons les histoires criminelles captivantes d'Amérique latine, si vous êtes intéressé par les mystères du monde entier. Ne laissez pas passer ça. Pour des enquêtes plus passionnantes, abonnez-vous maintenant.